actuellement, je lance en conseil en stratégie, en management et de l'innovation. Et puis, j'ai un parcours dans l'industrie pharmaceutique chimique, sur le plan européen, etc. Et je suis un jeune diplômé, et donc dans mes dernières études, j'ai eu l'occasion de rencontrer les écrits d'un monsieur qui s'appelle Liebenstein. On a trouvé du sens dans les ateliers d'Azenco auxquels je participe. On a trouvé des analogies. Quand j'écoute Madame Molina, j'ai l'impression qu'on a un petit peu tout dit. Ça aurait fait une certaine conclusion, on reviendra sur certaines de ce que vous avez, certaines choses que vous avez dit qui sont très intéressantes. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'emballe. C'est la façon de rattraper pour rattraper le temps. On va passer au suivant. J'attends pour la question. Et donc, l'éducation, ouais, voilà. Donc, merci Serge. je vais essayer de mettre ma utilité. C'est pas grave, vas-y, dis-le à voix haute, on va se débrouiller derrière. Parce que le schéma, bon, on est quand même dans un gars qui est économiste, qui est source d'énormément de choses. Ce qu'il a évoqué en parlant du facteur X, ce facteur d'efficience, c'était aussi un facteur initialement d'inefficacité. Parce qu'il travaillait sur les partenariats publics et privés. Il est vraiment très très prolifique, et ce qu'il a sorti a même initié des prix Nobel par la suite. Donc ce monsieur est un économiste américain né en Ukraine, décédé en 1994, et qui a écrit pas mal de bouquins très intéressants. Il s'est connaître à travers une étude qu'il a faite. Et introduisant une inconnue, une variable, quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser, à toucher, à palper du doigt, comme le talent, et ce facteur d'efficience X, et qui explique, selon lui, les décalages souvent constatés entre l'allocation de ressources dans une entreprise et les résultats qu'on attend. Donc, il définit cette variable comme étant hautement psychologique, c'est-à-dire qu'elle est gazeuse, impossible à palper, et c'est excessivement humaine. Ouais. Waouh, ça va. Voilà. Alors, en accélérant, l'économie classique, néoclassique, dit que bon, on met des investissements, on met du travail, on met des efforts, on rentre ça dans une boîte noire, et puis ça donne des résultats. Bon, là, le rouge, la boîte noire, mais en termes simples, c'est pas aussi simple que ça. Puisque ces hypothèses ne tiennent pas compte des facteurs internes, organisationnels et d'autres choses. Harvey Liebenstein, lui, a été un de ceux qui a, avec Schumpeter et Baumol notamment, qui sont des noms importants dans l'économie mondiale, était un de ceux qui a donc remis en cause les hypothèses classiques de la firme, stipulant que, bon, en fin de compte, si on met les efforts d'investissement et l'investissement qu'il faut, ça va donner des résultats qu'on peut prévoir. Mais en fin de compte, pas du tout. Il a mis en évidence ces différences. Qu'est-ce qui se passe? Il a constaté que des entreprises en apparence identiques à main-d'œuvre et technologie comparable vont avoir des résultats différents. Ils vont être même avec des résultats très inégaux en matière de productivité, mais aussi en termes de qualité de résultats. Et donc, ce qu'il a appelé un facteur X qui explique l'efficience ou l'inefficience d'une firme, c'est cette variable d'organisation. L'exemple de Corinne Molina est parfait. Elle reprend une activité au sein de sa propre entreprise, même effort, même moyen, même organisation, hein, et elle la fait tourner, alors qu'avant, la personne précédente, elle ne faisait pas tourner. C'est un exemple concret de ce facteur X, cet inconnu, Corinne Molina. On peut peut-être parler de on verra par la suite. Donc, on va accélérer. Donc, bon, il fait un article vachement célèbre, beaucoup de gens en parlent, beaucoup d'économistes s'en inspirent. Voilà, il a été très très prolifique cet article. Il expose une thèse donc, où cette allocation des facteurs et la technologie d'entreprise ne suffisent pas à expliquer la production. Ça ne suffit pas. On a beau être le meilleur gestionnaire prévisionnel possible, ça ne suffit pas. Donc, il y a une inconnue supplémentaire. Donc, les premiers mots arrivent. Il faut faire un cheminement de mots-clés, si vous voulez, qui vont amener donc à la fin de cette présentation. Au fur et à mesure des analyses, vous allez voir des mots apparaître qui sont soulignés là. Et en partie psychologique, on parle de la notion d'effort et d'un écart entre un comportement optimal prévu d'une entreprise, tel que prévu une théorie, et un comportement effectif. Ce qui en réalité se passe. Cette efficience vise à rendre compte de ce facteur qui manque. Le facteur manquant, un exemple.
En 1974, en Angleterre, il y a une grève qui immobilise pendant 3 semaines ou un mois, voilà, qui est par crise économique. Donc on a 40% des forces du travail, des forces vives de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise d'Angleterre qui sont bloquées par cette grève SNCF pendant 3 semaines. Et on voit une chute de la production de 15%. 40% des ouvriers à la maison, chute de la productivité de 15%. Donc c'est un écart qui a fait réfléchir beaucoup d'économistes, qui sont des mathématiciens, très factuels, et qui ont dit, il y a quand même quelque chose qui explique cet écart. Donc Liebestein a souligné ça, et en 1978, il parle de facteurs non identifiables, qui sont à l'origine des performances d'une organisation. Ces facteurs s'ajoutent aux facteurs traditionnels de production que l'on peut mesurer dans le cadre d'une dimension organisationnelle. Donc il commence à expliquer des hypothèses de motivation, de savoir-faire, de culture d'entreprise qui ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre d'une rationalité parfaite. Ça, c'est un terme d'économie, d'analyse microéconomique. Bon, Harvey continue en 87 à écrire sur ces éléments essentiels qui affectent les comportements de l'entreprise, qui ne sont pas seulement ceux qui lient l'individu à l'entreprise, ça s'appelle le fameux nœud de contrat qui existe entre l'employé et son entreprise, et qu'il y a des liens invisibles. Il y a d'autres relations qui existent entre les individus. En d'autres termes, la firme n'est pas seulement un ensemble de relations contractuelles, isolées entre l'employé et l'entreprise. Voilà, toujours pour prendre des mots-clés, il reparle de la qualité de l'organisation, la qualité, on n'entend pas en forme de structure hiérarchique, qu'elle soit pyramidale, transversale, on parle de la qualité des hommes et des femmes qui constituent l'organisation. Et selon lui, donc, ce facteur X permet d'obtenir une plus grande intensité d'utilisation des autres facteurs. Sous-entendu, ces autres facteurs peuvent être aussi des talents. Est-ce que ces talents désirent s'exprimer, peuvent s'exprimer, existent, où sont-ils? Ce facteur X semble être un facteur mobilisateur de ressources. On complète par une autre phrase clé, à mon sens, en expliquant que l'entreprise est un lieu d'échange tacite et implicite entre les individus, entre les collaborateurs. On va parler peut-être d'une sorte de management, de choses qui se passent tacitement entre les gens, les échanges de recettes, etc. Donc j'accélère. Ben oui. Donc, voilà, je pense que vous avez un peu compris le principe. Renvoie pour une bonne part la motivation des hommes et des femmes à leur stratégie au sein de l'organisation. C'est que chacun a sa propre motivation. C'est des théories qui ont été aussi décrites, notamment celle de l'agent, par d'autres économistes. Voilà. En fait, Liebestein, selon Wanscore, désire réintroduire dans l'entreprise l'entrepreneur, c'est-à-dire précurseur des nouvelles théories sur l'intrapreneuriat, c'est évoqué aussi Madame Molina, et précurseur d'autres théories, de nombreuses théories, mais notamment aussi sur le fait de créer des actifs immatériels, capital humain et leur valorisation. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, l'entrepreneur, maintenant, beaucoup de gens ont parlé d'entrepreneur, l'entrepreneur idéal, innovateur, etc. On l'a décrit dans tous les sens, on a mis plusieurs casquettes, il commence à avoir les épaules larges, l'entrepreneur. On est un peu dans le Yakafoka, l'entrepreneur, c'est celui par qui tout arrive. Voilà, c'est ce que disait Schumpeter, c'est ce qui est décrit de cette façon-là. Mais on ne parlait pas trop de manager, parce que l'entrepreneur n'est pas forcément un manager. Il est innovateur, capteur d'opportunités, et puis mobilisateur de ressources. À l'éclairage, quid du management, capteur d'opportunités, à l'éclairage d'Harvey Liebestein, si on reprend un peu tout ce qu'il a dit, voilà, c'est l'entrepreneur, donc au dirigeant, entrepreneur, de pouvoir identifier ses liens invisibles, les sponsoriser, les promouvoir peut-être, pourquoi pas, agir sur ces liens, être proche de ses collaborateurs, et parce que ces liens peuvent contrecarrer les prévisions les plus rigoureuses, autant en termes de production qu'en termes de résultats qualitatifs, aussi bien en termes aussi de créativité, d'innovation. On parle d'organisation agile en ce moment. Donc voilà, entrepreneur est positionné comme apporteur de solutions par Liebestein. Maintenant, la question est de savoir, c'est comment. Est-ce que ce facteur existe dans les entreprises? Comment peut-on le créer? Qui s'en charge? Est-ce qu'on peut se former à être un développeur de facteur X? La question revient sur la définition de Schumpeter de l'entrepreneuriat. Cette définition, Schumpeter l'oriente beaucoup vers le marché extérieur.
l'aspect sur la concurrence, l'aspect créativité de nouveaux produits, innovation radicale, de rupture. Mais le marché interne, s'occuper des opportunités sur le marché interne, mobiliser les ressources du marché interne, c'est-à-dire de son organisation, c'est encore une fois ce que fait Mme Molina, nous l'a démontré dans sa présentation. Là, est-ce que l'entrepreneur est en capacité de le faire? Et si il est en capacité de le faire, peut-on considérer que c'est un talent? Tout simplement. Super.